Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la souveraineté économique, de la souveraineté industrielle de la France. Et oui, sans maîtrise de l'industrie, la France se place dans la dépendance. À l'occasion de la sortie d'une note de la Fondation Concorde sur la souveraineté des industries de défense et de santé, maîtriser l'industrie pour rester maître de son destin, les deux auteurs, Jean-Sébastien Bachet et Renaud Baillet, préconisent dans une interview accordée à la Tribune la création de la haute autorité à la souveraineté. À l'image de la haute autorité à la concurrence, elle permettrait de dégager une vue d'ensemble des enjeux de souveraineté en identifiant les secteurs clés, les vulnérabilités et les opportunités. La notion de souveraineté industrielle est redevenue une priorité en France, comme les industriels gèrent-ils désormais ce nouveau dilemme très complexe entre une nécessité, souveraineté, et puis l'exigence de rester compétitif au niveau international. La crise de la Covid et puis la guerre en Ukraine ont provoqué un sursaut. Beaucoup de décideurs publics ont pris conscience d'une certaine naïveté, mais bien tardivement. Pendant plusieurs décennies, ils ont cru que l'ouverture des marchés suffisait à garantir une sécurité d'approvisionnement. Et ils se sont laissés emporter par le discours sur une société post-industrielle. Mais les faits ont la dure tête. Et oui, sans maîtrise de l'industrie, la France se place dans la dépendance des pays où se sont déplacées les productions industrielles. Le réveil est donc brutal. S'interroger sur la souveraineté de la France revient à se demander si notre pays est encore maître de son destin. C'est faire le choix de prévenir plutôt que de subir. Par exemple, les pénuries de paracétamol durant la pandémie ont mis au grand jour notre dépendance à des pays étrangers, pas toujours bienveillants, et nous a conduit à constater que notre système de santé pourrait potentiellement être dans les mains d'autres nations. Un énorme sujet car l'accès aux soins est un des piliers de notre pacte républicain. La question n'est pas de rapatrier l'industrie des 30 glorieuses, c'est illusoire car le prix à payer serait inacceptable et il y a une vraie rationalité à organiser certaines activités à l'échelle régionale ou même mondiale. Par contre, certaines productions, certains maillons des chaînes de valeur sont stratégiques. Ne pas les maîtriser, c'est créer et subir des fragilités potentielles. La souveraineté n'est pas juste une idée abstraite, comme les politiques peuvent nous le faire croire pendant des décennies et des décennies. C'est d'abord la prise de conscience d'enjeux existentiels très concrets. L'idée clé de notre fondation, de cette fondation de la souveraineté française, est qu'il ne peut y avoir de souveraineté sans industrie. Alors en France, quels ont été les impacts les plus criants de la désindustrialisation de ces 30 dernières années dans le domaine de la santé, mais aussi, bien entendu, de la défense? La question n'est pas de fermer les frontières, mais de s'assurer de notre autonomie stratégique. Déjà, cela avait été indiqué par Philippe de Villiers il y a bien longtemps, mais tout le monde se moquait de lui, bien entendu. Voilà. Il faut cibler les efforts sur les points critiques pour les garder à notre main. Cela suppose, au préalable, d'identifier là où porter les efforts, ce qui est le vrai objectif de la politique industrielle aujourd'hui. La logique de mondialisation heureuse, comme on en parlait, a particulièrement frappé la France. L'industrie a représenté jusqu'au tiers du PIB français. En 2000, elle atteignait encore 20%, soit à peu près la situation de l'Allemagne aujourd'hui. Aujourd'hui, l'industrie représente à peine 9% du PIB. Cela signifie que la France a perdu des pans entiers de sa base industrielle. On l'a vu, il y a énormément d'industries qui ont fermé, se sont délocalisées. La défense a été en grande partie préservée pour le cœur de la base industrielle de défense, mais nous ne devons pas nous voiler la face. Cette industrie est désormais artisanale. Elle est échantillonnaire. Nous le voyons depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous n'arrivons pas à produire d'armes.
Nous produisons 3 Rafales par mois. Nous produisons 2 canons César par mois. Cette industrie est ridicule. Elle a besoin d'une base beaucoup plus large pour être pleinement autonome. Et c'est la même chose pour l'industrie pharmaceutique. 80% des principes actifs pharmaceutiques étaient historiquement produits en Europe. Et c'est moins maintenant de 20% aujourd'hui. Heureusement, certains piliers et beaucoup de savoir-faire sont préservés. Mais la base sur laquelle ils s'appuient s'est terriblement réduite sur le territoire national. Et la concurrence internationale, souvent biaisée, continue de les fragiliser. Alors quelles sont les dépendances les plus stratégiques que j'ai pu identifier, notamment par exemple les microprocesseurs. Vous évoquez par exemple les microprocesseurs, c'est une bonne illustration. Mais ici la France n'a pas su constituer une équipe Europe pour se battre à armes égales au niveau international. Plus largement, l'absence de stratégie industrielle nous a conduit à renoncer à jouer en première ligne dans de nombreux domaines pourtant d'avenir. On peut se consacrer, par exemple, sur l'armement, sur l'industrie pharmaceutique, pour identifier les dépendances les plus stratégiques. Il faudrait réaliser une étude similaire sur les autres secteurs pour avoir une vision d'ensemble. Et cela devrait être le rôle de la haute autorité de la souveraineté que je propose de créer. Alors, les dépenses dans la santé et puis l'armement sont-elles une dépense seulement ? Moi, je ne le pense pas. La contrainte budgétaire actuelle conduit souvent à une logique comptable qui, si elle est nécessaire, peut faire perdre de vue les objectifs fondamentaux d'une politique publique. Rappelez-vous le général de Gaulle dès 1958 avec son plan. Dans la santé comme dans l'armement, la finalité est la résilience de notre société. J'ai bien dit la résilience de notre société, qui repose sur la bonne santé de la population, comme sur la maîtrise de la production d'armement. Dans un contexte de crise budgétaire majeure dans lequel nous sommes, il suffit d'écouter le Premier ministre aujourd'hui, en fait, il est essentiel de garder en tête que si la souveraineté a un coût, c'est aussi un investissement dans l'avenir de notre pays. Même si l'équation actuelle n'est pas facile à manier, n'oublions pas que sous aucun prétexte les enjeux existentiels qui doivent rester le fondement de l'action de l'État. Alors la réglementation et les normes européennes sont-elles adaptées à cette nouvelle nécessité de souveraineté ? Moi je le pense pas, comme vous le savez. J'ai rédigé une nouvelle constitution pour l'Europe. En fait, c'était une constitution confédérale et non pas fédérale comme on a actuellement. Une constitution qui permet en fait compte aux nations de survivre et surtout de s'épanouir. Le rôle de l'Union européenne est ambivalent. D'un côté, on a Bruxelles qui n'a toujours pas une réelle compréhension des enjeux de souveraineté. On peut le voir avec en fait l'espace Schengen totalement ouvert, mais aussi l'espace économique qui est totalement ouvert au vent et aux marées de l'étranger. Cela conduit à des politiques libre-échangistes totalement désuètes qui servent peut-être l'intérêt des consommateurs, mais qui sont parfois à angle droit d'une politique servant l'intérêt général sur le long terme. Mais l'action de l'Union européenne peut être aussi salutaire. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, car les enjeux sont difficilement maîtrisables à la seule échelle nationale. Ici, les institutions européennes progressent avec notamment la création de la DG DEFIS. L'action de Thierry Breton a été notable. Cela prouve que lorsque Bruxelles a une feuille de route claire, le pouvoir de normalisation de l'Union européenne peut devenir un fantastique outil pour défendre les intérêts français et européens à l'international. Alors quel rôle pour l'État ? Est-ce que ça doit être un État pompier ou un État stratège ? Que faut-il qu'il fasse pour réduire nos dépendances et des relocalisations ? Alors pour moi, ces dernières années, il faut reconnaître que l'État a surtout joué le rôle des pompiers. Aucune stratégie à long terme, simplement on essaye d'éteindre les feux à droite à gauche. C'est utile, mais loin d'être satisfaisant. Cela ne sert qu'à sauver les meubles, et encore,
L'actualité de cette rentrée montre que la situation de l'industrie reste entièrement fragile en France. La fin des effets du plan de relance ne doit pas marquer le début d'un nouveau recul. Une action efficace doit s'inscrire dans le temps long, c'est ce qu'avait compris le général de Gaulle en 1958. Il faut définir des objectifs, établir une stratégie et mobiliser les acteurs. Cela suppose d'anticiper et de construire sur des bases solides. Les pires ennemis de l'action de l'État sont l'absence de vision actuelle et le changement incessant des objectifs et surtout des normes. On le voit avec les drones, tous les 6 mois, la réglementation change. Des actions ont été menées ces dernières années, comme les pôles de compétitivité ou bien les comités stratégiques de filière, mais il manque une structure capable d'avoir une vision et une action d'ensemble. Comment défendre autrement l'intérêt général ? Sans ces préalables, les politiques de réindustrialisation sont vouées à ne traiter que des enjeux ponctuels ou à mettre en place des mesures trop générales pour produire des effets espérés. C'est pourquoi, comme je le développe, la création d'une haute autorité de la souveraineté me semble pertinent. Alors quel rôle pour le secteur privé ? Comment gérer par exemple la constitution de stocks sans véritable prévisibilité ? Le secteur privé doit prendre sa part des efforts. Cependant, il ne peut pas se substituer à la décision publique ni pallier totalement les carences de l'action de l'État. Il faut le répéter. La réussite d'une politique industrielle de souveraineté repose sur une coordination des acteurs, le plan. Sinon, chacun agit en fonction de son logiciel avec le risque d'actions divergentes et de trous dans la raquette. Bien sûr, les entreprises peuvent par exemple avoir des stocks pour amortir les fluctuations des approvisionnements ou de la demande. Mais cela doit être en proportion de leurs coûts et de leurs objectifs. L'État ne peut pas uniquement les obliger à gérer des risques et des aléas que les entreprises ne peuvent pas maîtriser. Si l'État abuse de son rôle de régulateur, le danger est qu'ils aboutissent à des résultats contraires aux objectifs recherchés. Les entreprises peuvent en effet hésiter à investir dans des domaines trop contraints par des obligations jugées excessives et même envisager de quitter le territoire national. L'histoire abonde d'exemples qui montrent que l'État doit utiliser avec circonscription des immenses pouvoirs dont il dispose. Par exemple, dans le passé, la forte pression sur les prix des médicaments a rendu l'équation économique impossible pour les industriels en France et en Europe. L'action de Thierry Breton a-t-elle fait évoluer la vision de l'Europe en matière d'autonomie stratégique ? Comme nous l'avons dit précédemment, l'Union européenne a amélioré sa compréhension des enjeux industriels et de souveraineté. Il existe des marges de progrès, sans l'ombre d'un doute. Mais les progrès sont là avec des outils mis en place dans l'armement après le sommet de Versailles en mars 2022 ou encore le Chips Act pour les microprocesseurs. Et l'industrie du médicament attend beaucoup du Critical Medicine Act. Même dans la politique de la concurrence, les instances de Bruxelles sont beaucoup moins ingénues. Il y a une prise de conscience que nous sommes dans une logique d'affrontement. Thierry Breton a joué un rôle important dans cette évolution au cours de la dernière Commission européenne. Nous espérons que Stéphane Séjourné et les autres commissaires qui vont reprendre les domaines que supervisait Thierry Breton sauront poursuivre son action à Bruxelles et que on soit un peu moins naïf en Europe par rapport en fait compte à des partenaires qui sont en fait des concurrents. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.